Est-ce qu'on dit enfant prodige ou enfant prodigue? Ben, dans son cas, c'est les deux. C'est ça, hein? Les deux se disent, avec une petite nuance dans la signification. C'est quoi la nuance? Là, tu me prends de cours, là. Non, c'est parce que moi, ça, c'est le genre d'affaires. Le genre d'affaires que je regarde. D'ailleurs, je l'ai utilisé, la formule, pas plus tard que la semaine passée. On en a parlé. Puis moi, je peux vérifier ça 3, 4, 5 fois par année. Ça me rentre pas dans la tête. Je la vérifie. Je l'ai lu. Je l'ai intégré. Ça me rentre pas dans la tête. Tout ça pour dire que c'est le retour de l'enfant prodige. Et ou de l'enfant prodigue. Ce matin. Comment vas-tu? Mieux? Qu'est-ce qui s'est passé? Par rapport à l'état dans lequel j'étais il n'y a pas si longtemps. T'es allé loin, là? Je suis allé dans les tréfonds. J'ai côtoyé le Canadien dans la cale. J'ai reconnu! J'ai reconnu mes semblables, tout de tricolore vêtus. Quand t'es arrivé, au fond, il a aperçu une lueur. Ça menait au vestiaire du Canadien. Yeah! OK, c'est là que vous êtes caché. Yeah, rejoins-nous! Oui, c'est ça. Non! J'ai le sang. Alors, j'ai essayé de m'en sortir. J'espère qu'ils m'ont suivi le plus possible. Non, mais c'est rien de si pire que ça. J'ai eu une pneumonie, ça a frappé fort, mais je m'en remets, je m'en suis remis. Est-ce que c'est moi ou... il me semble que tout le monde est... Je sais pas, il me semble qu'on est malade, plus malade, tout le monde est malade. Moi, chez nous, tout le monde est malade, ça touche. Beaucoup de virus respiratoires qui circulent actuellement, Alexandre. C'est ça, hein? Je suis pas fou. Ouais. Toi, Martin, t'as l'air en forme. Ouais, mais on n'a pas de jeunes enfants à la maison. Peut-être que ça nous... C'est ça, nous, on a des petits laboratoires biochimiques ambulants. Là, c'est sûr que ça aide pas, là. Ça, c'est bien pensé, ça. Pas avoir de jeunes enfants à la maison. C'est quand qu'ils arrêtent d'être jeunes, éventuellement, là, j'imagine. Là. C'est long quand même. On les voit, ce qui est bien, ils arrêtent. À un moment donné, ils cessent d'être jeunes, mais on les voit toujours tout petits. C'est quand même... Ça reste tes enfants. C'est ça reste nos enfants. Non, puis quand tu déménages, ton plus vieux de 27 ans, tu dis, coudonc, ça n'a pas de fin. J'ai un ami à qui c'est arrivé récemment. Coudonc, cette parentalité-là, ça finit jamais. Ben, on est content de te retrouver. Ben, apparemment, moi aussi, je me suis ennuyé de vous, messieurs. Okay. Évidemment. Je suis sûr que vous avez très bien fait sans moi. Ah oui. Ça, vous n'avez pas de misère avec ça, là. Non. Correctement. Non. On a fait comme Martin Saint-Louis dit. Là, il y avait une chaise de libre. Alors exactement. On a pris l'autre chaise. C'est ça. Quelqu'un qui a pris ta chaise. Saisir l'occasion. Qui a saisi l'occasion, c'est ça. Il y a 3 chaises. C'est pas compliqué ici. Il y a 3 chaises. Ouais. Il faut savoir quelle est ta chaise. Moi, je m'assois jamais dans celle du milieu. Mais il faut essayer de prendre l'autre chaise. Ouais, ça, je sais pas. Je pense pas que Jacques-Alexis, ça déferait tout la mise en place. Il y a personne qui court après les chaises des autres beaucoup ici. Non. OK, aujourd'hui, on parle pas des gardiens. OK. Ben, j'ai pensé faire un menu où est-ce qu'il y a juste question qu'on parle de ce qu'on parlait pas. Okay. Mais je pense pas que c'est... Aujourd'hui, je pense pas que ça peut tenir la route. On parle pas des gardiens. Aujourd'hui, on parle pas des gardiens. On parle pas de politique D'ailleurs, internationale. on devrait faire une trêve, là. On devrait se dire, on n'en parle pas avant la mi-mars, les gardiens. Du Canadien, on s'entend. Comme que ce soit... puis on devrait comme signer. Hein? On devrait comme rédiger, que ce soit notarié, puis chacun, on s'engager. On y pense. Jusqu'où iront les Oilers et quelques tendances à surveiller. C'est tellement hockey, épisode 292. Journaliste affecté aux affaires du Canadien, de la LNH et du match des étoiles. C'est vrai. As-tu un... Il y a assez hâte, là. Ben oui, je comprends. Oui. Tu pars quand? Demain. Avec Godineau? Demain est un mercredi, là, pour, pour nous situer temporellement. Godineau étant Marc-Antoine Godin. Godineau dans le monde. Et Vachon étant... Mad Dog. Mad Dog, le caméraman Jean-François Vachon. Vous savez que dans les médias normaux, c'est perçu comme une punition là, au match des étoiles. Hein? Ben, vous êtes supposé... Ouais, puis là, on y va tout le monde. Tous les deux punis. Vous êtes censés être en vacances. Toute la gang au complet. C'est la première fois que je fais ça, ouais. Martin et moi, on est en vacances. On va en profiter. On va recharger ces batteries-là. Donc, Alexandre Gascon, c'est son nom. Salut, Alex. Bonjour, messieurs. Et Martin Leclerc, tu es notre... Bonjour, Alex. Allô. Tu es notre chroniqueur principal. Comment je disais avant? Parce que ça, c'est le format qu'on a emprunté à l'Europe. Non, j'avais un autre... J'aime bien. C'est chroniqueur. C'est ça qu'on a continué. C'était un anglicisme que tu utilisais. Ouais, columniste, non? Chroniqueur senior. Oui. C'est vrai que c'était un anglicisme. Ouais. Martin Leclerc, salut. Bonjour, les gars. Content de vous voir. Je m'appelle Alexandre Coupal. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux.
Et oui, voilà, on commence avec ça aujourd'hui parce que notre question du public est tout à fait à propos. D'ailleurs, que d'y penser, ça me fait angoisser. Et on a l'air de encore un jour sans soleil dans la tête parce que encore un jour sans Canadiens. Mhm. Et ce sera comme ça demain, et ce sera comme ça. Fais-nous un petit bout, Alex. Mais ça nous fait du bien. Encore un jour. Ben, ça nous fait du bien. Pour toi. Ben là. Ben là. Martin, t'allais dire quelque chose? Non. Non, Surtout pas. surtout pas. On vous demandait donc via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, qu'allez-vous faire pendant cette semaine sans Canadiens? Alain, sur Facebook, m'ennuyer de 3-4 joueurs. Non, mais c'est pas pire. C'est bon. Non, mais c'est ça un peu. C'est un peu ça, cette équipe. Joanne, faire mon casse-tête de 2000 mots. Parce que en même temps, c'est service public, le balado. Un casse-tête On est là de 2000 avec mots. des suggestions d'activités. 2000 morceaux. Merci, Alex. 2000 quand même. Hein. Oh, oui. Quoi d'autre? Sur Facebook, allez voir le Rocket 3 fois. Est-ce que le Rocket joue? Parce qu'il y a beaucoup de... Allez voir les filles, mais les filles ne jouent pas cette semaine. Donc, malheureusement, ça sera pas possible. Ah, il y a Rachel qui dit « Je vais affronter les anciens Canadiens ce vendredi à Carleton-sur-Mer. » C'est bien, ça. Est-ce qu'ils ont un gros calendrier? Est-ce qu'on sait ça? Oui, ils jouent tout le temps. Tout le temps. Ils se promènent un peu partout. Ouais, je connais pas le calendrier par cœur, mais ça fait pas beaucoup relâche. Là. Oui, le Rocket joue cette semaine. Ça joue pas mal. C'est ça. Ouais, mercredi, puis en fin de semaine et tout ça. Puis il y a Charles sur Facebook qui dit « Lire, regarder et écouter tout ce qui concerne le Canadien. » Ça, c'est bon. C'est bon. Ça, Charles, c'est bien. Ça, c'est bien, Charles. OK, une petite dernière sur le Twitter. Une semaine sans CH, qu'allez-vous faire? Je vais planter des trèfles pour en avoir jusqu'aux genoux. Ah oui, lui, je l'ai beaucoup C'est aimé. bon, ça. Ouais. Très bon. Très bon. C'est un auditeur inspiré, ça. Oui. Voilà. Vous autres, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va peindre des lignes sur un chat. On va rejouer les meilleurs. Ouais, les meilleurs classiques de Martin Leclerc. meilleurs classiques de Martin. Mais là, moi, je couvre le match des étoiles. Ouais. Puis après ça, je m'en vais à London pour la conférence de presse du service de police de la ville pour la situation que l'on connaît, évidemment, avec Hockey Canada. Donc, je vais être occupé. J'ai hâte de voir combien de caméras et de journalistes Il va y avoir du monde, là. présents. Ce procès-là va être suivi Avec, à la grandeur de l'Amérique du Nord. Ce ne sera pas juste canadien. Non, mais voilà, c'est ça, ça va dépasser. Ça va être international. C'est à souhaiter. D'ailleurs, tu as écrit sur... Il faut attendre de voir les accusations. Si les accusations seront déposées, on va y aller tout doucement. Oui, tu as raison. Donc ça, c'est lundi. Oui, ça, Conférence de presse. Conférence de presse du service de police de London, Okay. évidemment, où se sont produits les événements de Hockey Canada en 2018, là, et où il y aurait eu viol collectif, donc allégué sur une jeune femme de 20 ans à l'époque. Et il y aurait des joueurs de l'équipe canadienne junior nationale de 2018 d'impliquer là-dedans. Donc, Il y en a déjà un qui s'est rendu. Il y en a un qui s'est rendu mais qui clame son innocence, mais qui s'est rendu à la police. Ouais. Et qui annonce qu'il va se défendre vigoureusement. Mais j'ai hâte. Mais est-ce qu'à ce moment-là, lundi, on va savoir qui est mis en accusation? Potentiellement. Hein. J'imagine là, il convoque les médias pour une conférence de presse. On va en apprendre plus. S'il y a des accusations qui sont formellement déposées, j'imagine que c'est à ce moment-là qu'on va le savoir. Et puis, peut-être qu'il y a des noms qui seront connus à ce moment-là aussi, mais tout ça reste à déterminer. Là. Tout le monde avance un peu en marchant sur des œufs là, dans cette histoire-là. J'imagine qu'il va y avoir plus de détails à compter de lundi. Oui. Ça risque d'être très couru. Puis, je pense que, parce que vous savez, il y a 2 autres investigations par rapport à cet événement-là, là, celle de Hockey Canada et de la Ligue nationale de hockey. Je pense que depuis le début, en tout cas particulièrement dans le cas de la LNH, je pense que depuis le début, on attend de connaître les conclusions de l'enquête de la police, là. Et que même si ça faisait ça fait presque 1 an qu'on nous dit que le rapport est prêt ou presque, là, de la part de Gary Bettman, puis Bill Daly et tout ça, puis oui, ça s'en vient, on a les conclusions, oui, on est prêt, puis on n'apprenait jamais rien, on repoussait toujours la date, on retardait l'échéance, très probablement parce que, peut-être, pour ne pas nuire à l'enquête de police, mais on voulait pas se substituer à... Et c'est correct. Je sais pas. À cette justice, si je peux dire. Parce que ce sont des accusations criminelles. Tu sais, c'est des crimes de nature. C'est la justice qui doit se saisir Exactement. de ça. On parle d'actes criminels potentiels. Ce qu'on aurait dû dire, si c'était le cas, c'est ce qu'on aurait dû dire depuis le début.
Gary aime ça nous faire des métaphores puis nous dire c'est pas inspiré du Ouais, puis ils ont pas toujours eu l'habitude d'attendre que la police porte des accusations avant d'entreprendre de prendre des sanctions contre des joueurs qui avaient commis des fautes. Mais juste l'histoire de Formenton, je vais probablement écrire là-dessus aujourd'hui. Ça indique, ça laisse croire fortement que la Ligue nationale est au courant depuis plus longtemps que l'été dernier de ce qui s'est passé. Là. Des gars de 21 ans qui marquent 18 buts dans la Ligue nationale de hockey, on s'entend, c'est... Qui patinent comme le vent. C'est rare qu'ils s'en vont jouer en Europe. C'est rare que la saison d'après, son équipe décide non, on veut absolument pas te consentir un nouveau contrat et que le joueur est échangé nulle part dans la Ligue nationale et qu'il s'en va jouer en Europe. Comme par hasard. Alors, dès le début, on se le disait tous entre nous, là, tu peux pas avancer des c'est ça. On est tenu à une certaine prudence, mais quand c'est arrivé, ça, au début de la saison dernière, tout le monde se disait, les sénateurs savent peut-être quelque chose qu'on ignore, mais c'était extrêmement suspect. Là, il y a peut-être... je faisais le décompte ce matin, il y a plusieurs centaines de joueurs dans la Ligue nationale qui ont marqué 18 buts et plus à l'âge de 21 ans. Et il n'y en a pas d'autres qui n'étaient plus dans la Ligue nationale après. Là. Alors, c'est assez particulier. Donc, puis avant ça, Alex, match des étoiles, où tu vas aller retrouver ton vieux pote Nick Suzuki. Je pensais mon vieux pote Mad Dog Vachon. Qui est, pour ceux qui se demandent... Le caméraman, je l'ai dit tantôt. Okay. Ouais, plusieurs vieux potes, oui. Nick, entre autres. Martin disait, c'est une punition. Je l'ai jamais fait, donc ce sera une expérience supplémentaire. Tu pourras nous le dire après. Je pourrais vous le dire après si je l'ai vu comme une tape sur les doigts. C'est une punition. C'est pas comme... Cela dit, le concours d'habileté cette année m'intéresse, contrairement aux dernières années. Je trouve que c'est une bonne formule que celle du cumulatif. On choisit un certain nombre de joueurs et puis qui participent à toutes les épreuves. Oui. Et il y a un classement cumulatif. Je trouve ça intéressant. Je trouve que la formule est intrigante, en fait. Donc, je vais regarder ça. Une formule empruntée au Décathlon. Ça ressemble. On attribue des points. Ah oui, les Jeux olympiques. On va l'appeler le dieu de la patinoire. C'est très bon. Formule vieille de 2000 ans. On va faire un cumulatif sur plusieurs épreuves. Ouais, mais des fois, revenir aux sources, c'est mieux que d'essayer de faire toutes sortes de frivolités. Alors, le match en soi, on s'en fout un peu, mais... c'est pas vraiment un match. Non, quand j'étais jeune, j'aimais bien le concours d'habileté. Je pense que ça attire les jeunes joueuses et joueurs, là, plus que le match en soi. Non, je t'amenais sur Nick Suzuki parce que je fais une transition. Oui, qu'est-ce qui se passe avec Nick? Tranquillement. Est-ce que Suzuki, c'est une étoile? Ben, c'est celle du Canadien, en tout cas. Non, mais je sais, là, puis répondez-moi pas là, que chaque équipe en envoie une. Là. Je sais comment ça fonctionne, mais... Ben, on pourrait débattre de la... C'est un joueur étoile? Non. Si, mettons... je pense pas. Non. Ben, c'est pas une super vedette. On pourrait débattre de la pertinence d'être obligé d'envoyer un représentant par équipe. C'est pas ça que tu veux faire. Est-ce que c'est ça que tu veux débattre de ça? Non, pas vraiment. Parce que, bon, on s'entend que c'est un exercice marketing, puis... Je pense qu'il y a déjà quelqu'un qui a fait ça. Je pense que ce débat-là a déjà été fait. Je sais pas. Voulez-vous qu'on parle des gardiens? Ben, Suzuki, est-ce un joueur étoile? Pas au sens premier du terme. Là, c'est pas une super vedette. Il n'y a pas les statistiques pour... c'est certainement un très bon joueur dans la Ligue nationale de hockey, mais c'est pas une tête d'affiche de la Ligue. C'est pas une tête d'affiche. Je le vois. À la limite, Cole Caulfield a plus le profil. Je pense que ça va au-delà des points où une étoile, c'est un peu dans l'attitude aussi, puis dans les faits saillants, dans ton style de jeu. Le charisme. Exact. Je trouve que Caulfield a beaucoup plus le profil d'une étoile typique de la Ligue nationale que Nick Suzuki, qui est beaucoup plus discret, et ça se transpose dans son jeu aussi, qui est pas mal plus sobre. C'est un excellent joueur, mais non, je le qualifierais pas d'étoile. Là. C'est quoi, la mi-saison ou presque? On l'a dépassé. C'est 49 matchs. Là. Mais c'est une étape, le match des étoiles. Après ça, on entre un peu dernier droit vers la date limite des transactions. On s'engage dans le sérieux. Là, Des vraies affaires. Oui. Donnez-moi une chose sur le Canadien, puis après ça, on va changer de sujet. Donnez-moi... Est-ce qu'on parle de Sean Moynihan, ton préféré? Ce que vous voulez, ou ce que vous avez... C'est ça, tu dis c'est une étape. À cette étape-ci, quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous aimez pas, quelque chose dont on n'a pas parlé à chaque semaine. Ouf!
C'est une bonne commande. Mais juste une! Juste une! Je pense que le dossier le plus intéressant à suivre, puis ça tombe sous le sens, là, c'est l'évidence. Ça va être celui de Monahan après la date, pas la date limite, mais après le match des étoiles. J'ai bien hâte de voir comment le Canadien va gérer ce dossier-là, parce que ça apparaît comme un dilemme là, jusqu'à un certain point. Qu'est-ce que Kent Hughes va vouloir faire? Est-ce que c'est vraiment une possibilité de le garder à Montréal? Est-ce que ça coïnciderait avec les plans de relance du Canadien? Est-ce que ce serait une bonne idée? J'en suis pas certain. Sinon, quel retour il va être en mesure d'aller chercher pour ses services? Tout ça est quand même pas mal intéressant là, dans les prochaines semaines. Monahan figure parmi les têtes d'affiche peut-être de cette date limite des échanges-là. Notre collègue Godin n'a pas écrit que c'est lui qui a la meilleure moyenne de points par match chez les attaquants. Ouais, mais tu sais, je pense pas qu'il... Oui, effectivement, chez les joueurs de centre, je pense, là, qui écoulent leur dernière année de contrat. Mais oui, tu sais, je pense que Elias Lindholm va quand même... générer plus d'attention. Exactement, et un retour plus conséquent si jamais il quittait les Flames de Calgary. Mais Monahan demeure très, très intéressant. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que tu vas le chercher pour en faire ton deuxième joueur de centre ou ton troisième joueur de centre? Est-ce qu'il y a le profil? S'il est ton deuxième joueur de centre dans une équipe qui est censée aspirer à la Coupe Stanley, est-ce que c'est suffisant? Je pense à Colorado, par exemple, là. Ça n'a pas marché l'expérience Ryan Johansson. Il est sur le troisième trio présentement. Il y a Ross Colton qui est là, mais clairement, il y a une lacune au centre. C'est sûr qu'il y a un cheval de trait qui vient un peu corriger tout ça, là. Mais derrière McKinnon, qui joue probablement trop, ils ont des lacunes. Est-ce que Monahan est tant que ça une amélioration? Est-ce qu'on va payer le gros prix? D'ailleurs, ils n'ont pas grand-chose à donner. Mais est-ce qu'on va payer le gros prix pour mettre la main sur un gars comme ça? J'ai l'impression qu'il va peut-être plus être un élément complémentaire que central et pour une équipe aspirante. Et à cause de ça, ça risque peut-être de faire diminuer un peu sa valeur. Je suis pas certain qu'on va être en mesure de mettre la main sur un choix de premier tour parce que oui, il joue bien, oui, il a une bonne saison, oui, il est en santé jusqu'à présent. Mais il faut quand même se poser la question, si tu es une prétendante, où est-ce que tu l'insères, Monahan? À quoi il sert? Pourquoi tu vas le chercher? Et je pense pas qu'il y aurait un rôle nécessairement prépondérant. Alors à ce moment-là, tu fais moins. Si tu vas chercher Sean Monahan pour avoir un rôle prépondérant dans ton équipe, t'es pas un aspirant à la Coupe Stanley. Et moi, je pense que ce qu'il peut apporter à une très bonne équipe de hockey, c'est sa polyvalence. Sa polyvalence. Tu sais, tu peux l'utiliser au centre, tu peux l'utiliser à l'aile, tu peux l'utiliser avec tes meilleurs joueurs, tu peux l'utiliser dans des rôles plus spécifiques. Mise au jeu important. C'est ça. Tu sais, c'est un couteau suisse que tu vas chercher un gars qui a de l'expérience, puis en séries éliminatoires, là, tu sais, c'est un marathon. Là. Tu perds des joueurs en cours de route, t'as des avaries importantes, puis ce gars-là, tu peux l'installer à peu près n'importe où dans ton alignement, puis il va faire le travail, puis ton équipe va continuer à fonctionner. Puis si ton équipe est toute en santé, ton équipe de premier plan, mais tu vas le placer quelque part dans ton alignement, il va te donner encore plus de profondeur, il va rendre ton équipe meilleure, là, excellente sur plusieurs étages. Alors, est-ce que tu payes un premium pour ça? Je suis pas un choix de premier tour. C'est ça. Évidemment, tout dépend de la loi de l'offre et de la demande. Ça va dépendre du marché. Parce qu'on a vu des choix de premier tour être donnés pour des joueurs. Julien Brisebois qui balançait des choix de premier tour pour Barclay Goodrow à l'époque. Mais c'était des gars qui restaient avec lui pour plusieurs années. Qui sont restés, c'est ça, au moins une autre saison. C'était bien manœuvré, effectivement. Il a fait la même chose pour Brandon Hagel. Qui, lui, ça, c'était très bien manœuvré. Oui, puis là, finalement, il s'est entendu à long terme avec lui aussi. Mais pour le Lightning, ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Pour les Rangers... c'est ça, les équipes dont on entend. Oui, mais on a entendu aussi beaucoup l'Avalanche, tout ça, mais je pense... L'Avalanche, ça serait plus, mettons, Lindholm que ça leur prendrait pour vraiment revenir au devant de la conversation, je pense. Il y a clairement une faiblesse au centre derrière McKinnon, tu sais. Et ou même pour Boston, ça serait pas. Alors, je le verrais vraiment plus comme c'est ça, élément complémentaire à une équipe comme les Rangers, par exemple. Donc, il va partir? Oui, il va. J'ose croire, parce que sinon, ça va coûter quoi? Hein? Tu sais, Monahan, là, s'il reste en santé, il continue sa production comme il fait présentement, c'est sa dernière chance d'aller chercher un contrat d'importance. Après ça va être terminé. Il va commencer son prochain contrat à 30 ans environ. Alors, il ne demandera rien en bas de 5 ans. Là.
par exemple? Est-ce que le Canadien est vraiment dans une position pour donner un contrat de 5 ans à un gars qui a été tellement blessé dans les dernières années, qui a 30 ans? C'est sûr que ça va faire mal parce que ça en prend des vétérans pour jouer dans cette équipe-là. Là. Mais je suis pas convaincu. Yoel. Non, mais ma deuxième question, c'était plus tôt que tard. Il va partir. Moi, je pense que c'est ça. On est d'accord pour... personne ne s'imagine qu'il va être là encore à la date limite des transactions. Puis entre nous, puis Godin a effleuré ça aussi dans son texte du jour là-dessus. Tu sais, je veux dire, si vous voulez l'échanger, échangez-le avant qu'il se blesse. Parce que sinon... chez les Canadiens, au cours des dernières années, c'est ça. La loi de Murphy, là, la rôtie tombe souvent du côté confituré. Mais en même temps, si tu veux pas rater des occasions, théoriquement, faut que tu tires ça le plus possible. Au Monopoly, faut que tu jauges. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis que ça va être quand même intéressant parce que c'est ça, c'est le dossier le plus chaud, mettons. Est-ce que ça se peut au Monopoly que ton terrain se blesse puis que tu puisses plus... Non, je sais pas, hein? Ça fait pas partie du... C'est pas arrivé souvent, en tout cas. Quelque chose à ajouter. OK, Martin, une chose sur le Canadien, puis après ça, on change de sujet. N'importe quoi. Je ris. Chose qui te rend heureux. Est-ce que Juraj Slafkovský te rend heureux? Oui. On a un extrait, on va te le faire entendre, ça va te... OK. Ça va te mettre dans l'ambiance. For sure. I mean, that's what I've been looking for my whole life. I want to be the difference maker. I like to say I want to be the man, and yeah, I'm working myself up there, and yeah, like you said, hopefully one day I'll be there. Bon, Juraj Slafkovský, qui contrairement à moi, veut être l'homme. Pas de problème d'élocution non ça, plus. Mais moi, ça marche moyen. Là. Et on lui demandait, c'est ça, s'il se voyait comme étant celui qui fait la différence, c'est celui qui est un difference maker. Ça, c'est ma traduction de difference maker. Et il a dit, oui, c'est ça, moi, je vais être l'homme. Penses-tu qu'il va être l'homme? Il peut être l'homme. Est-ce qu'il peut être l'homme? Ben, écoute, qui ne craigne pas de le dire. Je trouve ça admirable, mais c'est un contraste incroyable avec la saison dernière où... on voyait qu'il avait totalement perdu confiance. C'est un contraste incroyable avec le mois d'octobre. Et moi, écoute, ça me rend admiratif du travail que Martin Saint-Louis fait. Il commence à y avoir de plus en plus de critiques envers Martin. Premièrement, on n'y échappe pas quand on dirige le Canadien. Là. Après 2 ans, c'est normal. C'est ça. Puis les gens lui reprochent de ne pas diriger pour gagner, d'utiliser son banc, de faire une rotation sur son banc comme s'il dirigeait une équipe de hockey mineur et tout ça. Puis, tu sais, Martin... C'est pas tant vrai, ou enfin, c'est pas tant ce qu'on observe ces dernières semaines, mais... Ouais. Mais tu sais, toi, la semaine passée, tu disais, tu sais, cette équipe-là reste indisciplinée. Il y a des critiques, je pense, qui sont plus valables que d'autres. Avec 2 minutes à jouer contre les Oilers, Joshua Roy était sur la patinoire, son premier match dans la Ligue nationale. Mais d'un point de vue encadrement des jeunes, de développement des jeunes, donner confiance aux jeunes. On a eu l'exemple de Kirby Dach sur lequel on a beaucoup élaboré au cours de la dernière année, mais Slafkovský, c'est remarquable. C'est remarquable, la progression. Et à un moment donné, on se disait en décembre, au fin novembre, on disait « Wow, il a fait des progrès. » Puis à un moment donné, il va frapper un mur, puis c'est normal, il est jeune. Mais s'il continue à monter en flèche comme ça va être intéressant. Mais je trouve qu'il a encore pris une coche par rapport à ce qu'on voyait avant les fêtes. Et il commence à avoir des partisans qui en font leurs joueurs favoris, là, il commence à avoir vraiment des admirateurs très convaincus, là. Mais c'est un travail. Moi, écoute, je lève mon chapeau à Martin Saint-Louis pour ça, parce que c'est un travail remarquable. Non, puis je suis content que tu le précises, parce que c'est ça, c'est à se demander si c'est... Je trouvais un profil, là, tu sais, j'allais dire Michel Terrien, mais tu sais, un profil d'un entraîneur plus classique, dans des conditions plus classiques. Comprendre par là, un entraîneur qui cherche à gagner chaque match dans un contexte où est-ce que c'est ça qu'on continue d'essayer de faire. C'est difficile d'imaginer que, parce que tu as parlé de Dach, mais Caulfield, avant ça aussi, tu sais. Je sais pas si ces 3 joueurs-là se seraient épanouis de la sorte, ou à cette vitesse-là, ou à ce rythme-là, puis avec le plafond que ça laisse entrevoir encore, tu sais. Je
pense que la question est pertinente. Moi, il y a quelques aspects du jeu de Slafkovský. Ce qui m'étonnait le plus la saison dernière, c'est à quel point il n'était pas prêt pour la physicalité du jeu de la Ligue nationale. Et là, plus je le regarde jouer, plus ce qui me surprend, c'est, je pense que la dominante dans son jeu, c'est la distribution de rondelles. Oui. Quand il a été sélectionné, il disait, bon, c'était le meilleur buteur aux Jeux olympiques, il a été parmi les meilleurs buteurs au championnat mondial avec les seniors, là, avec les joueurs professionnels. Puis on se disait, bon, ben ça va être un gros marqueur. Là, il va tirer la rondelle. Ce sera probablement pas un fabricant de jeu, mais il alimente ses compagnons de trio. Des fois, tu te dis, wow, le but récent de Suzuki en avantage numérique, là, la passe que Slafkovský lui a faite, et des fois, il va commettre des revirements parce son jeu est déjà dans sa tête avant de recevoir la rondelle, puis le jeu autour de lui a évolué. Mais plus ça va, plus ça semble être la dominante dans son jeu. Et on le voit souvent dans des occasions de marquer où il préfère donner la rondelle plutôt que tirer. Et quand au combine de la Ligue nationale, quand les joueurs passent dans le bureau avec chacune des équipes, ils sont demandés souvent, est-ce que tu es un tireur ou tu es un passeur? Puis, ils veulent, les dirigeants des équipes veulent voir comment les joueurs se perçoivent. Puis moi, j'étais convaincu que c'était un tireur, mais plus je le vois aller, on voit qu'il aime créativité. Il aime beaucoup donner la rondelle. Ben, en lui, je pense que c'est plus un fabricant de jeu qu'un tireur pur, là, parce qu'il prend pas il prend pas l'option facile, contrairement à Caulfield, par exemple. Là. Pas du tout. Caulfield, c'est un tireur. Caulfield, il se pose pas de questions, Caulfield. Caulfield, il n'y en a pas de problème. C'est une identité très définie. S'il y a 0,1% de chance de réussite, il va tirer. En même temps, c'est ça un marqueur aussi. Alors lui, il faut pas qu'il hésite, c'est correct. Ouais. Mais c'est vrai que Slafkovský, on pensait tous que ça serait... C'est comme ça qu'ils l'ont vendu aussi quand ils l'ont repêché. Le gros marqueur, le gros ailier qui va la mettre dedans. De Pékin... 7 buts en 7 matchs. Mais oui, évidemment. Alors, mais non, c'est vrai, ça a 12 points à ses 18 derniers matchs quand même. C'est un rythme de quoi, 0,67 par rencontre. C'est une grosse amélioration par rapport à ce qu'on voyait avant. Donc oui, c'est peut-être lui que tu vas couvrir au match des étoiles dans 2 ans. Éventuellement. Parce que tu vas peut-être... Mais c'est encourageant, c'est vrai que c'est encourageant. Oui, tout à fait. Es-tu plus un tireur ou un passeur? Moi, j'étais un fabricant de jeu. Martin? Écoute, je dirais les deux. Ça, c'est bon, ça? Oui. Personne Mon jeu est pas mal équilibré là-dessus. Ouais, mais toi, t'étais quoi? Moi, il n'y avait rien qui me donnait plus de satisfaction que de la faire mettre le jeu. dedans. Non, faire le jeu. Ouais. Faire le jeu. Moi, mettre mon bâton puis qu'elle rentre dedans, j'étais comme OK. Mais être le gars qui avait fait cette passe-là, ça me rendait heureux. Tu disais, Martin, tout à l'heure que le match des étoiles, c'est une étape. Oui. On est à une étape légèrement au-dessus de la mi-saison. Et c'est signe que les camps d'entraînement au baseball commencent quand on arrive au match des étoiles. Oui. Ouais. D'ailleurs, c'est ça. Tu savais que les lanceurs se présentent au camp avant les frappeurs. Oui. Parce que c'est plus long à les craquer. Exact. Ouais. Ils se rapportent dans les prochains jours. C'est le terme. Ils sont attendus. Ils sont attendus dans les prochains jours. Il y a des pamplemousses. La Ligue des... Et les cactus. Et les cactus. Comme on dit en anglais, les pamplemousse. Une équipe qui ne doit pas être contente de ça, là, qu'il y ait une pause en ce moment, c'est les Oilers d'Edmonton. Oui. Parce que c'est ça. Eux, on va vérifier quelques tendances. Non, mais attends un peu. C'est ça. Ouais, c'est ça. Quand t'as besoin de c'est ça dans ta phrase, que c'est ça va moyen. Non, mais on va vérifier quelques tendances qui sont nées avant cette étape qui est le match des étoiles, et on va s'interroger à savoir si elles vont se poursuivre. Peut-être que pour les équipes qui étaient sur des tendances négatives, ça va aider de prendre une pause. Mais pour une équipe qui était sur une séquence aussi irrésistible que celle des Oilers, j'ai l'impression que tu veux pas... c'est pas ce que tu recherches. Tu veux pas arrêter. C'est mon impression. Ben, écoute, je sais pas si les joueurs vont continuer à s'entraîner pendant la pause du match des étoiles pour être sûr de pas... Rester... pour être sûr de rester au Nirvana, mais quand on regarde le début de saison que les Oilers ont connu, ils avaient 2 victoires à leurs 12 premiers matchs. Ils avaient atteint un point à un moment donné où il n'y avait aucune équipe depuis la nouvelle Ligue nationale, depuis la saison 2005-2006, qui avait réussi à participer aux séries après avoir
connu un début de saison comme celui-là. Et bon, Chris Knoblauch est arrivé à la tête des Oilers. Et là, ça fait 16 victoires consécutives. Depuis le 21 décembre, les Oilers ont la 4e meilleure attaque de la Ligue nationale. Ils étaient habitués d'être premiers dans les dernières saisons. Ils ont accordé juste 1,5 buts par match. Ils sont premiers en défense. Leur avantage numérique est 7e. Alors que ils sont premiers en défense dans la Ligue nationale au complet? Durant cette séquence-là, depuis le début de cette séquence-là. Leur avantage numérique est 7e, mais leur désavantage numérique fonctionne à 93,6 %. Leur désavantage est premier. Et là, moi, je regarde ça aller et je me dis, si cette tendance-là, s'ils sont capables, s'ils sont enfin parvenus à faire ces ajustements-là, parce que les Oilers, la saison dernière, souvenez-vous, ils sont entrés en série, tout le monde disait attaque époustouflante, ils survolent tout le monde en attaque, mais c'est la 17e équipe en défense. Ils vont avoir des problèmes à gagner des matchs 2-1, 3-2 en série. Donc, l'année dernière, 17e en défense, la saison précédente, 18e. Là, si ils ont été capables d'apporter les ajustements, et que les têtes d'affiche de l'équipe ont sacrifié un petit peu d'attaque pour exceller davantage défensivement. C'est ça qui semble arriver. Ils vont être difficiles à arrêter, c'est ça. Et tu regardes McDavid, dans cette séquence-là de 16 victoires consécutives, il est le 7e meilleur marqueur de la Ligue nationale au lieu d'être au sommet. Draisaitl est 12e. Au lieu d'être juste derrière. Mais les deux sont dans les 4-5 meilleurs de la Ligue nationale avec un différentiel de plus 18. Là. Et tu regardes dans le top 10 de la Ligue nationale depuis le début de cette séquence de 16 matchs-là, t'as 5-6 joueurs des Oilers. Là. Alors, si ils ont été capables de mettre l'éclair en bouteille, d'enfermer l'éclair dans une bouteille et qu'ils sont capables de maintenir ça, et Stuart Skinner est un des gardiens les plus performants de la Ligue nationale aussi durant cette séquence-là. Là, je comprends, tout va bien, l'équipe gagne, mais s'ils sont capables d'être constants comme ça en défense, ça va être un raz-de-marée qui va être difficile à arrêter. Là, ils vont avoir réussi à corriger la lacune qui les empêchait d'être dans la fine élite de la Ligue nationale. D'où ma prédiction du début de saison. Oui. Je leur donnais la Coupe Stanley. Ben c'est difficile d'imaginer. À 2-9-1, je me sentais petit dans mes souliers, mais là aujourd'hui, ça va mieux. Là, je suis plus confiant. Mais non, ça va mieux. Depuis le début de la saison, là, Martin disséquait à juste titre la séquence irrésistible actuelle, mais malgré tout, depuis le début de la saison, ils sont quand même 8e en défense. Là. Oui. Et ils accordaient une pléthore de buts, c'était hallucinant. Alors, ils ont réussi à redresser ça carrément. Dans le top 10 en défense, on n'a pas vu ça de cette équipe-là. Tu l'as dit, c'est peut-être tout ce que ça prenait, parce que McDavid et Draisaitl dominaient tellement offensivement. Ils étaient premiers, deuxièmes, mais ils étaient tellement au-dessus de la compétition. Ils sont encore 4e à l'attaque. Là. L'équipe est encore à 3,51 buts par match depuis le début de l'année. C'est encore la 4e meilleure attaque. Mais peut-être qu'ils ont réalisé effectivement qu'ils n'ont pas besoin d'être extrêmement dominants offensivement, parce que de toute façon, ils vont demeurer parmi les meilleurs. Et juste avec le personnel qu'ils ont, ils ne peuvent pas faire autrement. Et puis là, pour l'instant, ça fonctionne. Alors, effectivement, ça ressemble un peu aux Capitals de Washington d'une certaine époque. De Barry Trotz. De Barry Trotz, qui avait eu aussi toute une ribambelle d'entraîneurs qui n'avaient jamais vraiment réussi à convaincre c'est une très belle comparaison. Les Kuznetsov et les Ovechkin de ce monde de jouer du jeu plus étanche défensivement. Puis les Caps, c'était toujours parmi les plus grands producteurs de buts, de points, d'attaques, etc. Et éventuellement, ils ont compris l'importance de faire ça autrement. Et la comparaison romantique par excellence dans l'histoire de la Ligue nationale, c'est ça, c'est Steve Yzerman et Scotty Bowman. Bowman qui avait rencontré son capitaine à Détroit au milieu des années 90, puis il avait dit, écoute, est-ce que tu serais prêt à sacrifier des points pour gagner la Coupe Stanley, parce que Yzerman était un joueur offensif extrêmement dominant. Là, et Yzerman avait dit, écoute, moi, ce que je veux dans la vie, c'est gagner la Coupe Stanley. Et donc, Yzerman avait commencé à sacrifier son jeu offensif pour exceller défensivement, pour entraîner ses coéquipiers avec lui. Et on a vu ce que les Red Wings sont devenus. Là. Ils se sont mis à coller les Coupes Stanley. Est-ce que c'est un de ces deux exemples-là que Chris Knoblauch a utilisé pour convaincre McDavid? Bonne question. Et Draisaitl? Bonne question, mais Knoblauch et McDavid ont un passé commun là, qui remonte
aérier dans le junior et tout. Alors, peut-être qu'il n'y a pas eu besoin de le convaincre de grand-chose. Peut-être que l'association s'est faite plus naturellement. Moi, à travers ça, j'ai quand même une petite pensée pour Jay Woodcroft. Absolument. Parce que on l'a dit. C'était lui le problème, là. Quand le congédiement. C'était lui le problème. Pourtant, non. Quand le congédiement est arrivé, on l'a dit, c'est l'entraîneur qui a eu le plus de succès dans l'histoire des Oilers. Mais il l'avait pas de la bonne manière. Non, mais je dis ça là, pour faire mon intéressant, mais il me semble que vous venez de faire la démonstration qu'effectivement, là, comment dire, Woodcroft n'a pas été capable de faire gagner cette équipe-là autrement que d'en faire une super puissance offensive. Il était quand même conscient. Il était quand même conscient parce qu'il avait essayé de restructurer sa défense, justement. Ouais, mais donc, il en était conscient. Et c'est ça. Clairement, quand on regardait jouer les Oilers, ils adhéraient pas à ce nouveau... À sa façon de faire. C'est ça. Tandis que là... À son nouveau système défensif, tu sais, Leon Draisaitl avait l'air d'un gars qui jouait à la patinoire du quartier. Ouais. Il n'avait pas l'air dingue. Il y avait puis ça va peut-être nous amener sur l'autre sujet, mais il y avait... Regarde ça, c'est moi qui va décider. Non, mais je suis capable d'animer aussi. Là. Je me suis pratiqué pendant que j'étais malade. Au cas où, toi, Titon. Mais Draisaitl, je pense que je vous avais même montré un extrait vidéo à un moment donné, un désintérêt tel que ça me rappelait beaucoup celui de Pierre-Luc Dubois avec Columbus dans une de ses dernières présences avant de se faire échanger. D'ailleurs, Pierre-Luc Dubois, ça me fait penser. Non, mais on parlait de tendance. Alors, les Oilers s'en vont directement en finale de la Coupe. Au temple de la renommée, toute la gang. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile de parier, de penser là, que c'est pas les favoris pour... les favoris, je sais pas, mais ils sont clairement replacés dans la course. C'est drôle, moi, j'avais dit en début d'année, je pense que les séries sont encore possibles là, quand ils croupissaient dans les bas-fonds. Ouais. Je pense que c'est encore possible, mais ils peuvent plus viser une des 3 premières places de la division. Les 3 premiers sont partis tellement en sprintant que c'est impossible de les rattraper. Ils ne peuvent qu'espérer un laisser-passer. Ben là, ils sont 3e dans la division parce que c'est ça. C'est ça. Parce qu'il y en a d'autres pour qui ça va moins bien. Forcément. Et ça nous amène à Los Angeles. Là aussi, il y a une tendance. Je ne sais pas si on en a discuté officiellement. J'entends par là quand le Python Record était allumé, parce qu'il me semble qu'on en a parlé un peu, mais souvenez-vous, quand les Kings de Los Angeles sont venus, le match avait lieu à Montréal? Oui, il me semble qu'ils étaient venus à Montréal, on se disait, wow. Puis ils avaient rincé à Los Angeles c'était dans la fin novembre aussi. C'est ça. Ouais, en 2-3 semaines. Ça, c'est les Kings, là, c'est comme c'est le modèle à atteindre. C'était ça que le Canadien devrait aspirer. Ils étaient tellement... incroyable, les Kings, au début du mois de décembre, qu'on leur donnait des subventions là, pour leur prochain camp d'entraînement. Ils trouvent ça moins le fun, finalement. Hein? Voici l'organisation modèle. Ils étaient au 5e rang dans la Ligue, 16 victoires, 4 défaites en temps réglementaire. C'est vrai qu'Éric Girard nous avait dit de regarder le classement. Oui, c'est ça. Là, il dirait peut-être moins ça. Là. Et donc, là, on offrirait peut-être, 2,25. Ouais, c'est combien de sauver, en tout cas. Et au début décembre, les Kings avaient la meilleure attaque de la Ligue nationale. Ils étaient à pas loin de 4 buts par match. Leur défense était la plus efficace, 2,22. Cam Talbot avait l'air d'un gars qui avait gagné 5 trophées Vézina dans sa carrière. Ouais, ça, c'était louche, par exemple. Oui. On savait que Cendrillon allait se transformer à un moment donné. Et donc, il y avait 933 d'efficacité. Et là, on se disait, cette équipe-là est partie, a été bâtie pour aller loin, grosse transaction durant l'été, etc. Et là, depuis le 28 décembre, les Kings ont gagné 2 matchs. Donc, en plus d'un mois, on a remporté 2 matchs seulement. C'est le plus bas total dans la Ligue nationale. Ils sont 30e au classement là, depuis la fin du mois de décembre. Leur attaque est 30e, a chuté depuis le début de cette séquence-là. 2,25 buts par match. Leur défense a glissé au 22e rang. Cam Talbot, une moyenne d'efficacité de 881, a remporté aucun de ses 10 départs. Donc, c'est pire que Jake Allen. Et ça, c'est pas peu dire. Et Jake, ça va pas bien depuis le début du mois de novembre. Et là, le sujet qui est chaud à Los Angeles, c'est un sujet qui a été chaud à Winnipeg la saison dernière, mais là, c'est Pierre-Luc Dubois. Pierre-Luc, moins 16, le pire différentiel chez les Kings. Il s'en va vers une saison de 17 buts, 17 passes, moins 28. Et les Kings ont donné 2 joueurs qui étaient très utiles, là, Alex Iafallo et le sont, Gabriel Vilardi qui vont très bien, qui
joue avec une équipe de tête à Winnipeg. Et tu sais, bon, on a donné de bons joueurs pour aller chercher Dubois. Et tout un contrat. C'est 8 ans, 68 millions. Et là, ça va pas du tout. Ça allait pas tant bien pour Dubois, justement, quand ça allait bien pour les Kings. C'était moins grave. Mais là, quand t'es là, c'est moins drôle. Drew Doughty a manifesté son mécontentement. Il y a quelques jours de ça, les Kings venaient 3-1 contre les Sabres à domicile. Et puis, il semblait avoir le vent dans les voiles. Puis bon, c'était bien parti pour eux. Et ils ont donné 4 buts de suite et les Sabres l'ont emporté 5-3. Et après ça, après le match, Doughty, qui n'a pas la réputation d'avoir la langue dans sa poche, là, a dit quelque chose comme... il y a des gars qui pensaient que ça allait être un petit match où on allait pouvoir engraisser notre fiche puis ramasser des points, puis que ce serait facile, puis tu sais une espèce de candy game, je me rappelle plus de l'expression exacte là, mais c'est ça que ça voulait dire, un petit match bonbon là, où on pouvait se permettre de faire ce qu'on voulait, puis on allait mettre des points sur le tableau, puis ça allait être bon pour nous, statistiquement parlant. Et ça fait beaucoup jaser à Los Angeles depuis ce temps-là. De qui parlait-il? Forcément, quand n'importe qui parle comme ça, à plus forte raison dans le cas de Doughty, oui, c'est que premièrement, les Kings ont dû en parler entre eux autres, on s'entend, là, avant que Doughty arrive avec ça à un journaliste, probablement parce qu'il en peut plus, là, il est vraiment tanné. C'est ça, c'est pas la première fois. Non, le vase déborde, alors c'est sûr qu'il a dû avoir conversation avant ça, et il y a effectivement beaucoup de doigts qui ont commencé à montrer Pierre-Luc Dubois, parce que pour toutes les raisons que Martin vient d'invoquer, là, il n'est pas du tout au niveau qu'il est capable d'offrir. Et, ce qu'on lui reproche, c'est le manque d'effort. Oui, exactement, de prendre des jours de congé pas mal souvent. C'est ça, tu sais, je regarde beaucoup de matchs des autres équipes de la Ligue nationale. Ça fait un bout de temps que j'ai pas vu les Kings, mais il y a des gars, quand Pierre-Luc Dubois a été critiqué, quand il a demandé à être échangé de Columbus à Winnipeg, quand il était à Winnipeg, il y avait des gens qui critiquaient Dubois, mais il y a des commentateurs sérieux qui disaient non, tu sais, c'est son droit. Ça reste un très bon joueur de hockey, là. Puis il a le droit de choisir là où il va gagner sa vie, tout ça, mais là... mais là, il faut que tu livres, là. C'est ça, les gens commencent à décrocher puis disent, écoute, avec le contrat que t'as, mon vieux, là, t'es supposé d'en prendre sur tes épaules puis d'être le gars qui mène la parade match après match, et c'est pas ça qui se passe. Alors, écoute, je sais pas si les dirigeants des Kings sont nerveux, mais pour que cette équipe-là se replace... Il faut notamment que Pierre-Luc Dubois, même s'ils ont de la profondeur au centre et tout ça, ils sont supposés être une machine dominante parce que tous leurs joueurs de centre fonctionnent à pleine capacité et rendent leurs alliés meilleurs. Moi, j'ai pas vu vraiment, j'ai peut-être vu quelques séquences ici et là des matchs des Kings qui impliquaient pas le Canadien. Fait que c'est une hypothèse que j'aimais sur papier. Mais qu'il y ait il y a peut-être trop de centres. Non, mais je sais pas. C'est un peu le même principe que les défenseurs droitiers offensifs là, qu'on avait vu à San Jose puis qu'on revoit aujourd'hui avec les Penguins de Pittsburgh. L'expérience Erik Karlsson, on va appeler ça. Le syndrome Erik Karlsson. Ouais. Ça, c'est quand il y a un autre qui est très bon à ta position. Qui fait exactement la même chaise que toi, en fait. C'est ça, il y en a juste une chaise de cet acabit-là. Cette chaise-là. Il y en a un autre semblable, là, mais c'est pas pareil. Non, c'est ça. Alors, est-ce que ceci explique cela? Je n'irai pas jusque-là, mais il y a peut-être une partie d'explication là-dedans. Effectivement, tu as 3 centres qui commandent beaucoup de temps de glace, là, qui théoriquement doivent en prendre beaucoup sur leurs épaules. Pierre-Luc Dubois est le 3e centre de cette équipe-là depuis le début de la saison, pas mal. Il joue avec Alex Laferrière, Arthur Kaliev, des fois. Il y a eu, c'est ça quand même, il y a eu tout un défilé d'ailiers à ses côtés. Donc, se fait pas non plus donner... la prépondérance qui revient. Ouais, non, mais tu sais, c'est pas lui qui joue avec Kempe, avec Fiala, il joue pas avec les meilleurs alliés de l'équipe, et puis ça, c'est pas mal entendu depuis le début. Peut-être qu'il boude un peu, peut-être que ça contribue au fait qu'il trouve pas ses marques. Forcément, il joue moins. Il joue 15 minutes 43 depuis le début de la saison. Kopitar en joue 19-35, Dano 18 environ. Alors, c'est sûr, là, il y a le temps de glace d'un centre de 3e trio en ce moment, là. Il y a le temps de glace d'un centre de 3e trio. Alors, c'est difficile de lui demander une production de gars de premier. Mais tu peux... Mais c'est à lui de gagner, peut-être. Là. C'est ça. Oui, non, je suis pas en train de l'excuser complètement, mais je fais juste dire qu'effectivement, c'est une réalité, ça fait partie de la donne. Cette banque de talents-là, au centre, est une force, mais semble être une épine dans le pied un peu à l'interne, comme s'il savait pas comment jongler avec ça en ce moment. Il devrait jouer à 3 centres, comme on a vu avec le Canadien il y a 2 semaines. Pourquoi pas? 3 centres.
Ben, je sais pas. Ben, pourquoi pas? Ça se voit des fois. Mais bref, alors, ça m'a fait penser aussi à Devin Taze avait dit quelque chose de semblable au Colorado, là, quand les gars jouaient un petit peu trop, qui avait dit qu'ils comprennent pas comment ça fonctionne dans le vestiaire ici, là. Il va falloir qu'on leur explique, ou je sais pas trop. Encore une fois, je paraphrase, puis bon, le réflexe de tout le monde à ce moment-là, c'est « Mais de qui tu parles? Nouveau, ben ouais. De qui tu parles? » Alors, on avait évoqué toutes sortes de noms. De qui il parlait? Pas Arthurie. Le Arthurie, Tombeau Arthurie est blessé. Il était blessé à l'époque. C'est moyennement récent, mais c'est le même ton, le même discours. Ouais. Juste Doughty, c'était un petit peu plus punché, je dirais. Et puis de sa part, ça veut dire qu'il y a clairement de la grogne puis il y a de la dissension à l'interne. Là. Et je serais surpris que Todd McLellan écope. Je serais surpris. Si la glissade se poursuit inlassablement, on l'a vu avec les Oilers, là, un jour, t'as comme plus le choix d'appuyer sur la gâchette, mais j'ai pas l'impression qu'un changement d'entraîneur est tant que ça dans les cartons du directeur. Ben, si ça continue, si la tendance se poursuit après le match des étoiles, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une réaction pour sauver la saison. Ouais. À un moment donné, t'as plus le choix, mais je pense vraiment pas que ce soit le désir de l'organisation. Ce serait vraiment un dernier recours. Échanger Pierre-Luc Dubois à Montréal? Hein? On pensait que c'était fini. Et non! C'est son rêve, en plus, de jouer à Montréal. Ben oui. Comme Chris Letang et Patrice Bergeron. Comme tout le monde. On a réussi à ne pas parler des gardiens, mais on a réussi à parler de Pierre-Luc Dubois à Montréal. Puis ça me rend heureux. Ça me fait plaisir. Il n'y a plus personne qui en veut de Pierre-Luc à Montréal, je pense. Justement, on pourrait l'avoir à rabais. Bon point. Si vous retenez la moitié de son salaire du contrat que vous venez juste de lui donner. Écoutez-moi bien, là, si dans un mois, ça se retrouve dans les médias, ce que je viens de dire là, vous allez devoir me respecter. Mais il y a des sites qui pourraient écouter notre balado puis dire Pierre-Luc Dubois à Montréal, point d'interrogation, tellement hockey, il croit. Et ça sera pas bon pour personne. Ça sera pas bon pour personne. Alors que tout le monde a compris que on n'était pas sérieux. Je pense que voilà, du sarcasme. C'est pas du sarcasme. C'est du sarcasme. Ouais. C'est comme du charisme. Comme vous êtes soft. Oui. Oui, vous l'avez repassé récemment. Ben oui, c'était les 18 ans. Les 18 ans. Le 18e anniversaire, on fait référence C'est un extrait majeur. À l'extrait. Oui. Ben, oui, c'est ça. On fait la majorité. OK, excuse-moi. Non, j'avais pas compris. On fait référence à Michel Therrien en point de presse après une défaite des Pingouins qui... c'est ça, qui avait dit que ses joueurs étaient soft en anglais. T'es soft. Soft, oui. Pointeur en anglais, soft. Puis qui faisait 8 fois dans le... Et on s'est promis que pour le 20e anniversaire, on fait un party. Ben oui. Ouais, donc c'est réglé. Ouais. Alexandre Gascon, je rappelle que tu es notre journaliste affecté aux affaires du match des étoiles. Alors, regarde ça, là, les commandites, là, puis l'argent, là, puis les familles, là, des biens nantis de ce monde, là, qui se pavanent avec... puis tu nous en reparleras. T'as une belle image du match des étoiles. C'est un événement pour les commanditaires, essentiellement. C'est ça. Ouais. Je vais essayer d'en tirer quelque chose, puis je vous en redonne des nouvelles. Ouais. Bonne chance. Comptez sur Godineau pour faire une tempête d'idées. Là. Oubliez pas que vous êtes en punition. Oui. Allez réfléchir. Dans le coin. Dans le coin, Godin. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment pour tes lumières. Ça a été un pur plaisir. Je suis content de voir que M. Gascon a survécu. Ouais. De peine et de misère. Enfant prodige. Prodige. L'enfant prodige. Un grand merci à Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bonne semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.